retour sur le plateau de Rabat. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième tranche d'Info d'Afrique Soir. On voit ensemble les titres. En Espagne, la situation politique se complique davantage. Des milliers de Catalans sont descendus dans la rue ce mardi contre la mise en détention de deux importants responsables séparatistes inculpés de sédition. Le gouvernement régional demande à Rajoy de choisir entre le dialogue et la répression. Et puis au Proche-Orient, nouvelle poussée de colonisation du gouvernement Netanyahou. Israël a décidé ce mardi de mettre en œuvre différents projets pour la construction de quelques 1292 logements de Golan en Cisjordanie occupée. Ce mardi 17 octobre 2017, le monde célèbre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Au Sénégal, les représentants de la Banque mondiale ont tenu un panel sur l'inclusion sur l'entente de l'État et des organisations tentent de trouver des solutions à la pauvreté extrême en Afrique. En commençant ce journal en Espagne, la tension monte encore d'un cran. Des milliers de Catalans sont descendus dans la rue ce mardi contre la mise en détention de deux importants responsables séparatistes inculpés de sédition. Ces manifestations interviennent alors que le délai accordé par Madrid à Carles Puigdemont pour qu'il renonce officiellement à ses desseins séparatistes s'épuise. Il a jusqu'à jeudi à 8h GMT plus exactement. Retour sur cette journée de manifestation en compagnie de notre correspondante à Madrid, Marie Bolanches. Jeudi, vous l'avez dit, s'achève le délai donné par le gouvernement espagnol au gouvernement catalan pour répondre à une question toute simple. Avez-vous, oui ou non, proclamé l'indépendance la semaine dernière? Or, le gouvernement catalan a d'ores et déjà annoncé aujourd'hui qu'il ferait la même réponse qu'hier, c'est-à-dire proposer un dialogue avec Madrid sans se prononcer clairement sur l'indépendance. À partir de là, Mariano Rajoy demandera très probablement au Sénat d'activer l'article 155. Cet article de la Constitution permet au gouvernement espagnol de prendre la main, de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Selon des sources proches du président espagnol que cite la presse espagnole ce soir, eh bien cette mise sous tutelle se fera progressivement. À partir de là, tout peut arriver, y compris l'arrestation du président catalan Carles Puigdemont. Et demain, beaucoup en Catalogne craignent que la situation ne devienne incontrôlable. Justice à présent au Nigeria. Le procès du leader du groupe séparatiste pro-Biafra, Nnamdi Kanu, a repris aujourd'hui devant un juge de la Haute Cour fédérale d'Abuja, accusé de trahison. Il n'a pas assisté aux audiences puisqu'il n'est plus vu en public depuis les affrontements du mois dernier entre ses partisans et les forces de sécurité nigérianes. Les détails avec Gilbert Tamba. Où se trouve Nnamdi Kanu? C'est la question que tous les Nigériens se posent aujourd'hui. Il n'est plus vu en public depuis l'assaut donné par l'armée nigériane à son domicile le mois dernier. Son procès a repris aujourd'hui devant la Cour fédérale d'Abuja, mais il n'était pas présent. Et après examen, la Cour a donné jusqu'au 20 de ce mois à son représentant de produire Nnamdi Kanu. Sa disparition fait craindre de nouvelles violences dans le sud-est du pays, qui connaît présentement un calme précaire. L'organisation indépendantiste de Nnamdi Kanu a été récemment déclarée par les autorités fédérales comme une organisation terroriste suite à des violents affrontements entre les forces de sécurité nigérianes et son mouvement. Gilbert Tamba, Médien TV, Abuja. Au Proche-Orient, maintenant, le message du Hamas est clair. Il faut lever les sanctions prises contre le mouvement, car l'accord de réconciliation entre les groupes palestiniens est en danger. Le Hamas a donc prévenu ce mardi le président Mahmoud Abbas. Sous pression, le mouvement a annoncé en septembre dissoudre son comité administratif, satisfaisant ainsi une exigence capitale de Mahmoud Abbas et dégageant la voie à la réconciliation palestinienne. Israël, elle refuse de parler à un gouvernement palestinien sans désarmement du Hamas, selon une source officielle. Restant en Palestine, Israël a décidé ce mardi de mettre en œuvre différents projets pour la construction de quelques 1292 logements, des logements de Golan en Cisjordanie occupée. L'autorité israélienne a approuvé ces plans à différents stades de l'instruction des dossiers. Khadija Ihsan pour les détails. 1292, c'est le nombre de nouveaux logements de colonisation israélienne qui devraient bientôt sortir de terre en Cisjordanie occupée. C'est en tout cas ce que dénonce l'ONG israélienne La Paix Maintenant. Selon elle, l'autorité israélienne gouvernante en Cisjordanie aurait donné son feu vert sur les plans de construction, ajoutant que 2000 habitations supplémentaires étaient en cours d'examen.
Une étape procédurale avant une approbation finale pour ensuite entamer la mise en chantier. Cette annonce n'a cependant été ni confirmée ni démentie par les autorités israéliennes. Ceci dit, lundi, l'administration civile avait approuvé la construction d'une trentaine de logements pour colons juifs à Al-Khalil, une première en 15 ans. L'Observatoire des implantations, la paix maintenant, a alors âprement critiqué cette décision. Il est à rappeler que la colonisation, c'est-à-dire la construction d'implantations civiles en territoire occupé, est illégale au regard du droit international. Une considération qui semble être ignorée par le gouvernement Netanyahou et qui, pour beaucoup, freine le processus de paix qui se fait attendre depuis des décennies entre Israéliens et Palestiniens. Autre foyer tension, la Syrie. C'est une journée de victoire pour les combattants arabo-kurdes. La ville de Raqqa est totalement libérée de Daesh. La ville est tombée en entier aujourd'hui aux mains de forces soutenues par les États-Unis après plusieurs mois de combats dévastateurs. Un revers de taille pour l'organisation extrémiste. Khadija Hassan. Le drapeau militaire kurde et celui des forces démocratiques syriennes flottent sur la place principale de la ville de Raqqa, ultime symbole de la reprise de la ville des mains de Daesh. Un endroit d'autant plus symbolique puisque c'est sur ce rond-point d'Al-Naïm que Daesh menait ses exécutions lorsqu'il était encore maître de la ville. Une ville dévastée par 5 mois de combats intensifs entre les combattants de l'organisation ultra-radicale d'un côté et de l'autre les forces de l'opposition syrienne, appuyées par la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Daesh perd ainsi sa capitale autoproclamée, après avoir perdu son fief en Irak, Mossoul. Raqqa était devenu le symbole des pires atrocités commises par l'organisation. Ces derniers jours, les derniers civils pris au piège ont pu être évacués grâce à un accord entre les responsables locaux et les représentants tribaux, laissant près de 300 combattants ainsi que leurs familles fuir vers d'autres régions toujours aux mains de Daesh. Dans la province voisine de Deir ez-Zor, les combattants sont aussi confrontés à 2 offensives. Une menée par les forces du régime syrien soutenues par l'aviation russe, l'autre par les forces démocratiques syriennes, appuyées elles par les Américains. Mais c'est avec la perte de ces 2 bastions que Daesh touche à une fin certaine. Avenir incertain en revanche pour les centaines de combattants étrangers qui risquent de reprendre le chemin de leur pays d'origine, menaçant ainsi la sécurité de beaucoup de pays. La Somalie, endeuillée, appelle la communauté internationale à apporter son aide. Elle veut répondre à la crise provoquée par l'attentat suicide perpétré samedi à Mogadiscio, faisant plus de 300 morts. Le gouvernement a nommé une équipe de ministres pour superviser la réponse à la crise et activer un centre national des opérations d'urgence. Aujourd'hui, quelques 35 Somaliens blessés dans l'attentat sont arrivés à Ankara, en Turquie, pour être soignés. Plusieurs pays ont montré une solidarité symbolique. À Paris, par exemple, la Tour Eiffel s'est éteinte à minuit. D'autres ont envoyé une aide matérielle. Les États-Unis, qui appuient les troupes somaliennes, se sont dit prêts à renforcer leur soutien. Et sachez que le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République fédérale de Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed, suite à l'attaque terroriste abjecte perpétrée à Mogadiscio, faisant plusieurs victimes. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction la nouvelle de cette attaque terroriste abjecte, faisant part au président somalien de la ferme condamnation du royaume de cet acte criminel odieux, contraire à toutes les valeurs humaines et aux préceptes de l'islam. Elle s'appelait Daphne Caruana Galizia et dénonçait de sa plume sans concession la corruption sur son archipel au cœur de la Méditerranée. La blogueuse et journaliste maltaise de 53 ans a été tuée hier. C'était dans l'explosion de sa voiture piégée. La lutte contre les trafics illicites, les pots de vin, les comptes bancaires offshore, c'était son cheval de bataille. Retour sur cet assassinat avec Soha Boutaha. Vous êtes complice, vous êtes responsable. Ce sont les mots que Matthew Caruana Galizia, le fils de Daphne Caruana Galizia, journaliste et blogueuse maltaise anti-corruption tuée lundi par l'explosion d'une balle sous sa voiture, a adressé au gouvernement. Également membre du consortium international des journalistes d'investigation, le fils de la journaliste accuse le premier ministre travailliste Joseph Muscat et son entourage, cible fréquente de sa mère, d'avoir rempli le gouvernement, la police et les tribunaux d'escrocs. De son côté, Joseph Muscat a dénoncé un acte barbare et promis que justice sera faite. Il a ordonné aux forces de l'ordre de concentrer toutes leurs ressources pour retrouver les meurtriers et demander pour cela l'aide du FBI dont des agents doivent arriver en fin de semaine.
La Commission européenne s'est également dite horrifiée par l'assassinat d'une journaliste bien connue et respectée et a réclamé que justice soit faite. Le président Juncker et l'ensemble de la Commission européenne condamnent cette attaque dans les termes les plus forts possibles. Le droit d'un journaliste d'enquêter, de poser des questions inconfortables est au cœur de nos valeurs et doit être garanti en tout temps. Lundi soir, des milliers de personnes se sont spontanément rassemblées, bougies à la main, à Sliema, près de la capitale maltaise, pour une veillée en hommage à l'ancienne journaliste, devenue selon le magazine Politico, un Wikileaks entier en une seule femme. À ce propos, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a fait part de son indignation sur Twitter, promettant une récompense de 20 000 € pour toute information menant à la condamnation des assassins. Au Kenya maintenant, il veut honorer la mémoire des 3 personnes tuées par balle ces derniers jours. L'opposition a annoncé aujourd'hui la suspension des manifestations visant à obtenir une réforme de la commission électorale, selon un communiqué signé de son leader Raila Odinga. La coalition d'opposition d'Assa a organisé depuis 3 semaines une série de manifestations. Elle réclame une réforme de la commission électorale qu'elle juge incapable d'organiser une élection présidentielle crédible le 26 octobre. Ce mardi, la Cour suprême a clarifié le rôle de cette commission, en soit vérifier l'exactitude des résultats, mais si des incohérences apparaissent, la Cour suprême doit être saisie. Ces décisions limitent ainsi la possibilité de falsifier des résultats au sein de la commission électorale. Ce fléau suscite une profonde indignation morale. Selon l'ONU, il s'agit bien de la pauvreté. Ce mardi 17 octobre, c'est la journée internationale pour son élimination. Le thème de cette année, répondre à l'appel du 17 octobre pour éliminer la pauvreté, une voie vers des sociétés pacifiques et inclusives. C'est un récit signé Salma Saïdi. Il y a 25 ans, l'ONU a fait du 17 octobre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Dans un monde caractérisé par un niveau sans précédent de développement économique, de moyens technologiques et de ressources financières, le fait que des millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté suscite une profonde indignation morale. Nous savons tous que la pauvreté n'est pas uniquement un problème économique, mais plutôt un phénomène multidimensionnel qui englobe à la fois l'absence de revenus et l'inexistence des capacités de base nécessaires pour vivre dans la dignité. Les taux d'extrême pauvreté ont été réduits de moitié depuis 1990. Une réalisation remarquable certes, mais une personne sur 5 dans les régions en développement vit encore avec moins de 1,25 $ par jour et des millions d'autres ne gagnent guère plus que ce montant par jour. L'écrasante majorité de ces personnes appartiennent à 2 régions, l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. En 2015, la communauté internationale s'est fixé une série d'objectifs, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ce programme de l'UNESCO contient la promesse de ne laisser personne de côté, ainsi qu'un appel à éliminer la pauvreté d'ici 2030. Pour ce faire, il faut que les États agissent vite pour traduire les objectifs de développement durable en politiques efficaces, appuyées par des ressources adéquates. Éliminer la pauvreté est un impératif du point de vue des droits de l'homme, mais aussi du point de vue du développement et de la paix. C'est pourquoi nous devons agir dès à présent pour concrétiser nos promesses. Tel est le message de l'UNESCO en cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, au Sénégal, les représentants de la Banque mondiale ont tenu un panel sur l'inclusion sociale. Des experts et représentants de l'État, mais aussi des organisations de la société civile, tentent de trouver des solutions à la pauvreté extrême en Afrique. Les détails dans ce reportage d'Awa Diop et Sanoussi Sabé. Pour mettre un terme à la pauvreté qui sévit dans certains pays africains, des efforts restent à faire, mais aussi et surtout relever quelques défis incontournables pour l'épanouissement des couches vulnérables. L'autre élément qui est également sorti des débats, c'est l'éducation inclusive. Comment faire de sorte que ces personnes handicapées puissent bénéficier d'une éducation normale au même titre que les enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Le genre également a été interpellé. Au niveau de la formation professionnelle, comment faire que ces femmes qui sont handicapées puissent également bénéficier d'emplois décents. L'inclusion sociale, une priorité pour le continent pour mettre fin aux disparités économiques. Au Sénégal, le président de Handicap.sn plaide pour une politique sociale plus adaptée. Au Sénégal,
bien qu'il y a des progrès, il y a des avancées, mais il reste beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a un manque de volonté politique au niveau du Sénégal. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, la loi d'orientation sociale. Parce qu'on peut voter une loi, mais si on vote une loi sans le décret d'application, je pense que la loi ne peut pas être effective. Et sur les 10 décrets d'application, il y a seulement les 2 décrets qui ont été signés. Sur l'éducation inclusive, sur la carte égale des chances. Selon le dernier rapport conjoint de la Banque africaine de développement, de l'Organisation de coopération et de développement économique et du Programme des Nations unies pour le développement sur les perspectives de l'économie en Afrique en 2017, le taux de pauvreté en Afrique recule mais le nombre de pauvres augmente. Le rapport projette une croissance pour l'ensemble du continent africain de 3,4% en 2017 et 4,3% en 2018. Tandis que la classe moyenne atteindrait 350 millions de personnes sur un total de 1,2 milliard d'habitants. Place à présent à ce rendez-vous incontournable pour les passionnés des chevaux et les adeptes des événements festifs. Le salon du cheval d'El Jadida, la cérémonie d'ouverture de la 10e édition, a été présidée hier par le prince héritier Moulay El Hassan. Placée sous le haut patronage du roi Mohamed VI, cette édition, organisée jusqu'au 22 octobre sous le thème « Le salon du cheval », 10 ans de fierté et de passion confortent la place de cette manifestation dans l'agenda des grands événements culturels et sportifs. Elle participe aussi au développement de la filière équine et à la préservation du capital immatériel que représente le patrimoine équestre national. Parlons science avant de clore cette édition. C'est une découverte historique et l'un des secrets les mieux gardés de l'univers. Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à observer la fusion de 2 étoiles à neutrons. Ils ont de quoi se réjouir car ils ont vu toute l'histoire se dérouler. Des étoiles à neutrons se rapprocher, tourner de plus en vite l'une autour de l'autre. La collision, puis la matière et les débris. Cette observation inédite apporte des réponses à plusieurs mystères scientifiques. Les experts ont résolu la question de l'origine de l'or sur Terre et ont pu calculer la vitesse de l'expansion de l'univers. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention à suivre l'essentiel de l'actu éco avec Oumaima Sbila. Merci de rester avec nous.